Bonjour à tous. Nous accueillons Gilles Beillet, qui est le président de Eritech Pharma. Alors, Eritech Pharma est une société de biotechnologie. Et c'est vrai que dans un secteur qui est quand même très malmené cette année, elle se distingue quand même par une performance boursière assez impressionnante de plus de 60%. Donc effectivement, il y a eu de très bonnes nouvelles chez Eritech en 2017. Alors Eritech a mis au point un procédé qui est très innovant, fondé sur l'utilisation des globules rouges pour transporter une molécule. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un petit peu quel est l'avantage de cette technologie qui encapsule des médicaments et surtout comment avez-vous pu la standardiser, ce qui paraît assez impressionnant? Oui, tout à fait. Donc, oui, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, la technologie d'Eritech, c'est de mettre des médicaments dans des globules rouges. On a tous des globules rouges, donc c'est quelque chose de très, très connu. Et ce qui est bien, c'est qu'un globule rouge, il est très flexible. Donc, on a une technologie de faire gonfler le globule rouge, faire ouvrir ses pores, et puis il y a des médicaments qui peuvent rentrer. C'est à la fois, il y a deux grands avantages. Un, que des médicaments qui sont souvent très toxiques vont être moins toxiques parce qu'ils seront protégés. Donc, le patient sera protégé par la toxicité du médicament, par la membrane du globule rouge. Et deuxièmement, le médicament sera actif plus longtemps. Donc, il faut moins d'injections. Et là, c'était connu que ce serait possible de mettre des médicaments dans des globules rouges, mais effectivement, notre fondateur, Yann Godefrin, a trouvé la technologie pour le faire de façon standardisée, de le faire de façon pharmaceutique. Et c'est grâce à ça qu'effectivement, on a pu développer ça en termes de médicaments. Vous avez un outil spécifique pour produire ces médicaments? Tout à fait. On l'appelle Ericaps, très, très original comme nom, mais c'est une machine qui... toute automatisée, qui fait... Donc, on part d'une poche de globules rouges qu'on achète chez la Blood Bank, c'est l'EFS en France. On va la mettre dedans, on met le médicament et il y aura un processus qui prend 3 à 4 heures pour faire cette encapsulation. Donc, et ça, ouais. Alors, Eritech s'est spécialisé dans les thérapies contre le cancer, puisqu'en fait, ça permet effectivement à des molécules très toxiques qui ne seront plus tolérées, malheureusement, au bout d'un moment, de rester efficaces. Alors, en 2017, Eritech a annoncé des très bons résultats dans le cancer du pancréas, où aujourd'hui, il y a malheureusement très peu de traitements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? Quelles sont les prochaines étapes de développement pour ce produit dans le cancer du pancréas? Oui, certainement. Oui, effectivement, c'était le résultat de 2017. Donc, on avait déjà prouvé dans les leucémies lymphoblastiques qu'on avait un médicament avec moins de toxicité, une bonne activité. Et le médicament qu'on a encapsulé s'appelle asparaginase. C'est une enzyme qui va affamer les tumeurs. C'était connu dans les leucémies parce que dans les leucémies, les patients tolèrent assez bien la toxicité, mais dans les cancers du pancréas et autres tumeurs, c'était jamais utilisé parce que c'était trop toxique. Donc, en le mettant, cette asparaginase, dans le globule rouge, on avait moins de toxicité et donc on a pu aller faire un essai clinique chez ces patients-là. Et on a trouvé un très bon résultat. Donc, c'était un essai de phase 2, 140 patients. On a trouvé une meilleure survie. Ça reste une maladie très agressive, mais on avait 40% de réduction de risque de mourir sur une période. Donc, c'était fort comme résultat, très significatif. Avec ce résultat, on a présenté ces résultats à une conférence médicale en septembre. Ensuite, en octobre, on est allé voir l'FDA, l'agence américaine. Et là, on a maintenant dessiné une étude de phase 3, une autre étude qu'on doit faire avant d'être approuvé sur le marché. Et ce qui était très bien, c'est effectivement d'une phase 2 faite en France. Maintenant, on passe dans une phase 3 qu'on fera aux États-Unis et en Europe pour une AMM aux États-Unis et en Europe. Alors, elle comptera combien de patients? Et on peut aussi se poser la question, compte tenu du très fort besoin médical sur cette maladie, est-ce que vous pourriez même obtenir une autorisation conditionnelle de commercialisation, c'est-à-dire sans passer par la phase 3, puisque si ça permet d'améliorer la survie des patients, ça pourrait peut-être s'envisager?
Donc l'étude elle-même, ce sera entre 400 et 600 patients. Donc la phase 2 était 140, donc ce sera trois fois plus grand, plus. Ce qui est normal pour cette indication, c'est le nombre de patients qu'il faut. Une approbation, une autorisation conditionnelle aux États-Unis, non, parce que c'est une étude faite en France seulement, et il faut que les Américains veulent toujours quand même 2 études de phase 3. En Europe, on va l'essayer, mais quand même le scénario de base reste qu'il faut 2 essais cliniques. Donc la phase 2 qu'on a faite en France, plus une phase 3 globale. Et quel est le potentiel est-ce que vous avez évalué le potentiel de ce produit? Quel est le marché en fait? C'est très difficile à dire parce qu'on est tellement nouveau. Le premier médicament, ce serait le premier médicament sur la base d'affamer les tumeurs dans les cancers comme le pancréas. Ce que je peux dire, c'est que les leucémies aiguës lymphoblastiques, c'est 14 000 patients par an, Europe et US combinés. Et les pancréas, c'est 150 000. Donc c'est 10 fois plus grand. Et dans le cancer du pancréas, il n'y a pas il n'y a pas de concurrence d'asparaginase ni d'immunothérapie. Donc en effet, c'est quand même 20, peut-être 30 fois plus grand que la leucémie pour nous. Justement, dans la leucémie, vous avez un produit très avancé, dans la leucémie lymphoblastique, qui devait être enregistré en Europe, je crois, en 2016, et qui ne l'a pas été. Pour quelle raison cela a-t-il été reporté? Donc effectivement, on avait des très bons résultats, mais c'était des résultats où on a montré que le produit produisait pas d'allergie, avait une activité prolongée. On a fait le dépôt en fin 2015. On a eu beaucoup de questions parce que c'était la première fois qu'un produit encapsulé passait la revue. Mais malheureusement, effectivement, il y avait 3 questions qu'on n'arrivait pas à répondre pendant la durée de revue. Il y avait un maximum de 3 mois qui donnent à ce moment-là. On a dû retirer le dossier pour faire les travaux nécessaires. Entre-temps, ça a été fait. Donc on aura pris 9 mois pour répondre à ces questions. Et on vient de redéposer donc maintenant en octobre. Et on espère typiquement un processus d'AMM, ça prend... La moyenne, c'est de 14 mois. On espère d'être un peu plus rapide, mais fin 2018, c'est ce qu'on espère. Donc on pourrait avoir une bonne nouvelle l'année prochaine. Tout à fait. Et concernant donc vous êtes aussi sur une deuxième indication dans la leucémie, je crois, qui touche malheureusement une population plus importante. Où en sont les développements? Donc vous parlez de la leucémie aiguë myéloïde, c'est la leucémie de l'adulte senior. Dans la leucémie lymphoblastique, l'âge moyen est de 13 ans. Dans les myéloïdes, c'est de 67 ans. Et là, nous sommes en train de faire une étude de phase 2 avec 123 patients, donc une étude importante. Tous les patients ont été traités et maintenant on attend les résultats. En fait, les résultats vont venir avant la fin de l'année. Donc c'est une nouvelle importante aussi. Encore une nouvelle très importante qui va intervenir rapidement. Et concernant ces 2 indications dans la leucémie, sur une éventuelle étude clinique aux États-Unis, vous en êtes où? Oui, donc maintenant, sur base en Europe, on a fait cette étude pivot dans la leucémie aiguë lymphoblastique et cette phase 2 dans la LAM, la leucémie myéloïde. Aux États-Unis, on vient de finir une étude de phase 1 dans la leucémie aiguë lymphoblastique chez l'adulte. Et aux États-Unis, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller voir les agences, la FDA, pour parler de la suite. Donc on va proposer de faire une étude de phase 3 dans la leucémie aiguë lymphoblastique chez l'adulte. Et on va aussi essayer de voir comment on peut utiliser nos données européennes dans les patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique en rechute pour voir comment on peut avancer aux États-Unis. Alors si vous avez un premier produit autorisé en 2018, ce qui peut apparemment arriver assez tôt, comment sera-t-il commercialisé? Puisque je crois que vous avez un partenariat déjà signé. Ce serait fin 2018. Fin 2018. Donc oui, nous avons un partenariat avec Recordati. C'est un groupe pharmaceutique européen, un groupe qui est bien positionné dans toute l'Europe pour des produits spécifiques en maladies orphelines. Et donc c'est eux notre partenaire, c'est eux qui vont distribuer le produit en toute l'Europe. Et quelles sont les conditions de ce partenariat, les conditions financières ?
C'est un deal qu'on avait fait en 2012. Donc, c'est un deal avec un total de à peu près 50 millions en paiement. Mais le plus important, c'est que nous, on retient à peu près entre 40 et 45% des revenus parce que nous allons produire le produit, nous allons le vendre à Recordati et puis à un taux de royalty, l'ensemble étant entre 40 et 45%. C'est-à-dire que vous partagerez les bénéfices, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Ouais. D'accord. Et dans ces deux indications de leucémie aux États-Unis, est-ce que vous allez également rechercher un partenaire à terme? Pour l'instant, on s'est acheté du temps. Donc, en faisant notre listing sur le Nasdaq, où on a levé 144 millions de dollars, c'est vraiment en vue d'avancer encore plus loin et de créer de la valeur en faisant la phase 3 dans le cancer du pancréas et faire plusieurs autres études, y inclus des études dans les tumeurs solides et dans le leucémie aiguë lymphoblastique. L'idée de partenariat, ça reste important et c'est toujours important pour une société pharmaceutique, mais c'est toujours bien de le faire plus tard que plus tôt, d'avoir plus de valeur à créer avant. Donc on croit qu'on peut encore créer pas mal de la valeur avant de faire des partenariats. Alors c'est une grande nouvelle encore pour une société de biotechnologie française, puisque Erytech s'est coté il y a quelques semaines au Nasdaq, où vous avez levé, je crois, plus de 144 millions. Pour quelles raisons êtes-vous allé aux États-Unis? Bon, j'imagine pour trouver du financement. Et quels ont été les investisseurs qui ont participé à cette levée de fonds? Donc, l'idée vraiment d'y aller, c'est que effectivement, pour nous, on devient une société mondiale. L'Europe reste très important. On est très bien sur Euronext, mais aussi une grande partie de nos études cliniques se font déjà aux États-Unis. On a une équipe qu'on est en train de bâtir aux États-Unis. On avait déjà 30% de nos actionnaires aux États-Unis. Et pour effectivement financer toutes les grandes études de phase 3, une étude de phase 3, ça coûte facilement 50 millions. Donc c'est des montants, c'est pas évident à lever. Donc on a voulu élargir notre accès au capital. Aux investisseurs européens, on avait déjà, mais maintenant plus américains. Et c'est là l'idée de faire un deuxième listing et d'avancer aux États-Unis. Et vous avez notamment le fonds très réputé et spécialisé Baker Brothers. Il détient combien aujourd'hui du capital d'Erytech? Oui, Baker Brothers, c'est un fonds, et pour vous dire, c'est le montant. Donc, il gère 25 milliards, je crois, dans les biotech, et sont vraiment très spécialisés. Et maintenant, ils viennent d'annoncer, je crois hier ou avant-hier, qu'ils ont dépassé les 25%. Donc, ils ont 27% de notre capital, ce qui est pour nous un grand signe de confiance et de support. Ils étaient là déjà depuis 2014. Petit à petit, ils ont bâti leur position. Et pour mesurer l'intérêt des investisseurs américains pour Erytech, quel a été le taux de souscription de l'augmentation de capital aux États-Unis? Donc oui, le tour de table ou le listing qu'on a fait, c'était quand même un grand succès. Un Baker qui vient avec un grand ticket. Il y avait plusieurs autres très, très bons fonds spécialisés qui restent en dessous des 5%, mais qui sont proches. Et effectivement, il y avait une très grande demande. Je crois qu'on aurait pu lever 2,5 fois le montant. Donc il y avait une sur-inscription d'à peu près 2,5 fois le montant. Et sinon, pour terminer, est-ce que Erytech développe d'autres produits dans d'autres indications, peut-être pour le moment moins avancées, mais qui... Oui, c'est toute l'idée, c'est effectivement on parle beaucoup de Graspa parce qu'on est tellement avancé dans Graspa, mais on veut vraiment élargir notre plateforme. Le deuxième produit, c'est très similaire au Graspa, mais on encapsule une autre enzyme qui s'appelle la méthioninase. C'est un peu la même chose, mais sur une autre, affamer la tumeur d'une autre façon. Là, on est en train de passer en phase 1. Donc, c'est une toute nouvelle molécule. Ça prend plus de temps pour l'avancer. On doit faire plus de toxicité, d'études précliniques. Mais si tout va bien, fin d'année 2018, on passera dans une étude clinique. Dans quelle indication ce sera ? On ne sait pas encore, mais ce sera dans les tumeurs solides. On n'a pas encore défini laquelle. Ça pourrait être un regroupement de différentes tumeurs solides pour première indication. On travaille aussi sur un troisième produit où on encapsule l'argininase, même chose, autre enzyme, autre manière d'affamer. Et ensuite, on travaille aussi dans l'immunothérapie, où on va encapsuler des
des antigènes pour créer une réaction immunitaire contre la tumeur. Mais ça, c'est encore assez tôt. C'est encore pour le futur plus lointain. Très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle pour M. Beyen, parce qu'il nous reste 1 minute. Bonjour, bonsoir plutôt. Alors, moi, je suis un peu Erytech, je suis actionnaire. J'admire ce que vous faites, bravo. D'abord pour les gens qui sont malades. Première question, si tout va bien, premier médicament sur le marché, quel horizon ? Ce serait donc une autorisation fin 2018, si tout va bien. Et il faut encore après un peu de temps pour le remboursement, mais courant 2019-2020, ce serait le premier médicament dans la LAL sur le marché en Europe. Merci. Et deuxième question, quand vous voyez ce qui se passe, alors ça n'a rien de comparable, mais malgré tout, ça tangue pas mal sur les biotech. Anne suit ça évidemment de très près depuis quelques mois. On a une journée qui n'est pas très positive pour INAT aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez ça en interne au niveau des salariés, au niveau des actionnaires, des petits actionnaires ? Ou est-ce que finalement, ça ne joue pas énormément sur la vie d'Erytech ? Merci. Bonne question et difficile. En fait, la biotech, on le sait tous, c'est des projets à haut risque et donc il y a des hauts et des bas. Je crois qu'on doit tous vivre avec ça et c'est l'ensemble des biotech qui crée la valeur et le futur. Sur nos équipes, je crois qu'ils comprennent ça aussi. Donc, nous, on a aussi eu des hauts et des bas déjà. Donc, et je crois que c'est le the name of the game, si on le dit en bon français. Ouais. C'est le jeu de la biotech. Très bien, merci beaucoup. Je crois que le temps est terminé. Merci beaucoup, M. Beyen. Merci.